pour un nouvel échange. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux magnifiques auteurs que nous apprécions énormément et qui ont fait un long chemin pour l'une d'entre elles déjà, qui nous vient de Nîmes, hein, Peggy. Donc voilà, on a convié donc Agnès, qui est juste en face de moi, que vous verrez tout à l'heure pour la deuxième partie, donc qui est énergie thérapeute et que certains et certaines d'entre vous ont déjà rencontré, je pense, à deux de nos anciennes conférences. Donc on parlera ensemble avec Agnès tout à l'heure parce qu'on va commencer par Peggy, qui est médium et qui est en lien avec l'animal. Donc je le fais très brièvement. Et j'en profite avant de démarrer les deux conférences pour remercier quand même ce magnifique éditeur qui est Mama Édition, puisque c'est grâce à Mama que nous avons cette chance de vous retrouver toutes les deux ici à Caen. Voilà, donc Peggy, est-ce que je te laisse le micro ? Je vais essayer de me débrouiller. Oui. Et puis si tu as besoin, tu nous appelles. Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Peggy et je viens de Nîmes. Je suis très heureuse. C'est la première fois que je viens à Caen. Je trouve qu'il fait un petit peu froid, mais je me réjouis d'un public aussi nombreux et qui m'a l'air chaleureux, donc ça va mieux. Voilà. Alors, je ne suis pas que médium, enfin, je me dis plus communicante avec le vivant. Donc, c'est mon métier au quotidien. C'est comme ça que je me définis et je vais peut-être aussi redéfinir ce que j'entends par le vivant. Donc pour moi, le vivant, c'est tout ce qui porte une conscience. Et à partir du moment où il y a conscience, il y a la possibilité d'un transfert d'informations et de communication. Donc le vivant, ce n'est pas forcément ce qui est visible, hein. Il y a aussi ce qui est invisible. Mais dans mon quotidien, je suis davantage amenée à communiquer avec les animaux. Plus souvent vivants. Même si j'ai aussi beaucoup d'animaux défunts, ou si j'ai eu, parce que malheureusement je ne peux plus répondre à la demande tellement elle est importante, et que je délègue maintenant ces communications avec les animaux décédés aux personnes que j'ai formées, hein, puisque mon métier est donc interprète animalier aussi. Souvent on parle plus d'interprète animalier, c'est-à-dire la personne qui fait le lien entre l'animal et l'humain. Hein, comme un interprète qui traduirait finalement de l'anglais au français. C'est exactement la même chose. Sauf que je ne communique pas que avec les animaux, mais aussi éventuellement avec les esprits de la nature, avec les arbres, avec les lieux ou les gardiens des lieux, ou éventuellement certains défunts, mais ça ne fait absolument pas partie de mes prestations. C'est juste très occasionnel. D'où l'étiquette de médium, voilà, aussi. Voilà. Alors, comme beaucoup d'entre nous, enfants, je voyais et j'entendais, sans pouvoir réellement définir ce qui se passait autour de moi. Par chance, ma mère médium m'a expliqué ce qui se jouait. Et comme tous les enfants, quand je suis rentrée au collège, je n'avais absolument pas envie de mettre en avant ces qualités. Et donc j'ai fermé la porte à tout ça jusqu'à être rattrapée à l'âge de 40 ans suite à un AVC où j'ai perdu le langage, donc la parole, la mémoire, etc. En fait, le cerveau gauche a disjoncté. Ce qui est très amusant, c'est qu'entre 10 ans et 40 ans, j'avais vraiment besoin de toujours tout décortiquer, tout comprendre, tout savoir, etc., à faire des crises d'angoisse dans les librairies et dans les bibliothèques en regardant tous ces livres et en me disant, mon Dieu, tout ce que je ne sais pas. Et quand j'ai eu mon AVC, alors là, tout ce que j'ai appris, en fait, s'est envolé. Et donc, finalement, la vie m'a fait ce merveilleux cadeau que de me dire et de me faire réaliser que la connaissance, finalement, ne se situait pas dans les livres, mais ici, c'est-à-dire que la porte de la connaissance se situait en fait au niveau du cœur. Pourquoi et comment ? Eh bien, en ouvrant ce cœur et en débranchant du mental, je pouvais me mettre en lien
justement avec tout ce qui porte une conscience et apprendre de cela. Donc, j'ai oublié beaucoup de choses à l'issue de cet AVC. Et petit à petit, eh bien, je me suis mise en lien, notamment avec les animaux, parce que c'est les animaux qui m'ont vraiment guéri, mais qui m'ont aussi enseigné ce que je sais aujourd'hui. Je ne sais pas grand-chose, mais je sais quand même un petit peu de choses grâce à eux, parce que je continue à les écouter quotidiennement, à recevoir leurs enseignements et à transmettre finalement leurs enseignements tels qu'ils me le demandent à travers mes livres. Aussi à travers les formations, parce que j'ai la chance de vivre dans un lieu extraordinaire, une petite colline dont je suis très honorée d'être la gardienne avec mon compagnon. J'ai la chance de vivre au milieu d'une vingtaine d'animaux avec beaucoup de chevaux, des chèvres, chiens, chats, poules. Et mes animaux sont en fait mes coéquipiers. Voilà, je travaille conjointement avec eux. Et là, je permets aux gens qui viennent nous retrouver sur cette petite colline à ouvrir davantage leur cœur pour se mettre en lien, en reliance avec le vivant et entendre justement ces messages qui sont de toute beauté et qui nous invitent vraiment à retrouver en nous notre lumière intérieure et cette capacité à rayonner au monde et à faire du bien autour de nous parce qu'on se sent bien. Voilà. Donc j'ai de la formation, j'ai des consultations, de moins en moins parce que je consacre aussi beaucoup de temps à mes animaux et à l'écriture. Mais en consultation, donc ce sont des gens comme vous, ou des vétérinaires ou des éleveurs qui me consultent en me disant ben voilà, mon animal est malade, on n'arrive pas à déterminer la cause de cette maladie, pourtant tout a été essayé, etc. Je ne comprends pas. Et donc là, je peux être amenée à, d'après une photo, je n'ai pas besoin de voir les animaux, puisque les gens qui s'adressent à moi sont partout en France, même au Québec ou à Bruxelles, enfin, en Belgique, etc. Et donc juste avec la photo de l'animal, eh bien, en me connectant à lui à distance, je vais pouvoir avoir des éléments d'information qui vont m'expliquer ce qui génère finalement cette maladie. Et je peux être amenée éventuellement, si on me le demande, à poser un soin. Alors lorsque je suis amenée à soigner l'animal, je dirais que moi je ne fais rien de particulier, je me mets simplement au service en tant qu'être canal. Et finalement, ce qu'on me demande de faire, ce que la vie me demande de faire, c'est de soigner ce canal pour qu'il soit le plus libre et disponible possible, pour qu'à travers moi, des énergies subtiles, des énergies invisibles puissent se manifester pour le bien-être de l'animal. Et donc là, il y a des soins qui se mettent en place, sans que je sache d'ailleurs exactement ce qu'il se passe. Des fois, je vois des choses, j'entends des choses, je perçois. Et puis, il y a des choses que je ne comprends pas. Parfois, il y a des miracles. Et puis, parfois, ça peut prendre un certain temps parce qu'il faut enlever les couches les unes après les autres. Et que ça se fait aussi en fonction du rythme de l'animal et aussi du gardien qui accompagne l'animal. Et souvent, en résonance, une maladie ou un comportement va venir en miroir avec le gardien et va permettre au gardien de prendre conscience de ce qui se joue dans sa relation à l'animal et finalement de ce qui se joue dans sa relation à lui-même. Et c'est là qu'il y a quand même de très 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 belles, de très beaux espaces de guérison, je dirais, qui se mettent en place à ce moment-là. C'est merveilleux. Voilà. Donc mon quotidien consiste à vivre avec mes animaux, à en prendre soin de ce lieu avec lequel je coopère aussi, à recevoir donc 2 fois par mois des stagiaires, à être en consultation, à écrire et transmettre ces enseignements. Voilà. J'étais aussi équithérapeute pendant un certain temps. Je ne le fais plus pour préserver aussi mes chevaux qui, je trouve, donnent beaucoup pendant les stages, et j'estime que ça suffit. Puis après, en termes d'espace-temps, c'est vrai que j'aime aussi avoir un peu de temps pour moi et pour eux. Voilà.
Donc ça, c'est mon métier. Cette communication avec le vivant, je vais peut-être vous expliquer en quoi elle consiste. Est-ce que certains d'entre vous ont besoin que je le rappelle ou est-ce que c'est finalement quelque chose que vous connaissez déjà? Je le rappelle? Ok. D'accord. Alors déjà, il y a... Alors attention, hein, la façon dont moi je vais vous en parler, peut-être qu'une autre personne faisant le même métier que moi vous en parlerait autrement. Tout ce que je vais vous dire, je vous le dis à travers mon expérience. Hein, mais je ne dis pas que c'est une vérité, que ça fonctionne comme ça. Hein. Mais voilà, pour moi, j'ai cette impression qu'il y a, d'une part, la télépathie, que finalement nous avons de façon très naturelle en nous, notamment les mamans, quand votre enfant vous réclame alors qu'il est à l'autre bout de la maison et que vous ne l'entendez pas, il y a quelque chose qui vous dit il faut que j'y aille. En fait, c'est votre enfant qui vous envoie l'information que maman, j'ai besoin, viens. Donc finalement, on a une information qui passe par un émetteur et vous êtes récepteur et vous recevez cette information télépathiquement. Donc en télépathie, moi je vais pouvoir demander à mon cheval de rentrer tranquillement dans le van en lui expliquant que on va aller se promener ailleurs qu'à la maison. Il pourra me répondre télépathiquement, ah bah oui, je suis content, ou bah non, aujourd'hui je préfère rester tranquille avec les copains. Ok, ça c'est d'esprit à esprit. Sauf que je peux avoir un autre type de connexion où là vraiment je vais ouvrir mon cœur et dans cet espace sacré du cœur où je visualise que je suis en contact avec la partie de moi la plus évoluée, la plus lumineuse, je vais me mettre en lien avec la partie aussi la plus évoluée de mon cheval pour avoir finalement un autre type de message, d'information. Et je vais par exemple lui demander ce qui se passe pour lui en ce moment parce que je vois qu'il n'est pas très bien. Alors, son être incarné de cheval va me dire « Ah ben là, en termes d'alimentation, effectivement, je ne digère pas bien le foin en ce moment. Et puis avec les changements de température, ça me met l'estomac à l'envers. » Mais en fait, dans cette communication d'âme à âme, il va aussi commencer à me parler déjà de son passé et de l'impact, par exemple, que son début de vie aura généré, hein, le stress, par exemple, qui se sera installé et qui auront impacté cellulairement son corps, en fait, et ce qui fait qu'il a des difficultés à digérer, etc. Et ensuite, il peut m'amener sur ses vies passées. C'est-à-dire que l'animal peut aussi nous emmener sur des vies parallèles ou des vies antérieures. Et c'est là que je vais me rendre compte que, tiens, en fait, avec ce cheval, il se passe quelque chose de très fort, de très puissant. Et en l'occurrence, avec le mien, enfin un des miens, je me suis rendu compte que nous avions des origines communes qui n'étaient pas d'ailleurs des origines terriennes, mais intraterriennes. Et là, il est allé m'emmener sur d'autres plans dimensionnels pour me montrer ce qui nous liait tous les deux. Tout cela, je l'ai appris progressivement, pas d'un seul coup, parce qu'il faut considérer aussi que l'animal, comme l'humain, il a sa propre histoire, et que nous, en tant qu'humains, au fur et à mesure de nos expériences, nous apprenons de nous et d'où nous venons. Et finalement, pour le cheval, c'est pareil. Et c'est-à-dire que notre rencontre s'est faite. Nous étions loin d'imaginer ce qui allait nous arriver au fur et à mesure et ce qui nous arrive aujourd'hui, hein, cette coopération. Bref, je fais court, mais j'ai pris conscience qu'en fait, avec mon cheval, il s'agissait que d'une seule et même âme. C'est-à-dire qu'une partie de moi a décidé de venir sur Terre pour expérimenter le règne animal à travers le cheval, et qu'une autre partie a décidé d'expérimenter le règne humain. Donc je suis là, dans ce corps d'humaine. Voilà. Mais en même temps,
je vis une vie parallèle dans ce corps de cheval qui se trouve dans le sud de la France. C'est quand même génial parce que je suis à la fois là et à la fois dans le sud. Voilà. Alors je vous raconte ça, ça paraît complètement ahurissant. J'arrive aujourd'hui seulement à me sentir légitime de porter cette parole-là grâce à vous en fait, parce que après des milliers de communications, j'ai pu vraiment trouver cette légitimité parce que les gens comme vous m'ont renvoyé des retours positifs en me disant merci. Merci, je comprends mieux la situation, je comprends mieux ce que je vis, je comprends mieux cette relation que j'ai avec mon animal. Parce que vous avez su trouver les mots, mais c'est pas moi qui ai trouvé les mots, c'est vraiment mon travail qui fait que eh bien, l'animal me met dans la confidence de ce qui se joue entre lui et son humain. Hein, voilà. Donc, voilà jusqu'où peut nous accompagner, enfin, jusqu'où on peut aller en termes de communication. Alors, j'ai parlé donc de cette connexion télépathique et de l'être incarné, où je vais avoir des éléments qui sont très très factuels, et puis de cette connexion de cœur à cœur, d'âme à âme, où là je suis vraiment dans l'ordre de l'intuitif, hein, c'est une communication consciente et intuitive, et je vais pouvoir aussi me balader finalement à travers ces vies et avoir une connexion aussi au guide de l'animal et peut-être au guide de la personne. Et là, c'est plutôt mon côté médiumnique, hein, et c'est là-haut que ça se situe. Donc je dirais qu'il y a 3 portes, une en haut, une ici et une ici. Voilà, ça ce sont les 3 grandes portes. Ensuite, les toutes petites portes, ce sont nos canaux de perception. Je prends toujours l'image de Alice au pays des merveilles. Elle est là au milieu de la forêt, puis tout d'un coup, tout autour d'elle, il y a toutes ces portes qui sont fermées, mais il y en a une qui est grande ouverte. Ça, la porte qui sera grande ouverte, c'est celle finalement avec laquelle on a, à travers laquelle on est le plus souvent passé. C'est-à-dire que certains d'entre vous peuvent être très kinesthésiques et avoir des ressentis dans le corps quand vous allez vous mettre en relation avec un bébé, avec un animal, avec un arbre. Vous allez ressentir plein de choses dans le corps. Donc, vous êtes essentiellement kinesthésique, c'est la grande porte. Donc, je dis toujours, allez-y à fond dans cette grande porte. Explorez. Et ensuite, on va ouvrir les petites. Et les petites, en fait, on les connaît au fond. C'est comme si on avait un trousseau de clés. Il faut juste chercher la bonne clé. Pour avoir quoi? Alors, la porte des images. C'est-à-dire, il y en a certains qui sont très visuels. Hein, quand vous vous connectez à l'animal, tout d'un coup, c'est comme un film qui défile. Hop, vous avez toutes ces images. D'autres vont peut-être percevoir des sons ou entendre des mots, des phrases. Hein, les clairaudients, c'est ce qu'ils ont. Voilà, donc en fait, ce sont finalement des portes qui correspondent un peu à nos sens. Ça, ce sont les petites portes. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas un type de communicant, mais plusieurs types de communicants, en fonction de finalement ce que vous êtes. Hein, il y a des gens qui ont beaucoup de magnétisme et qui vont peut-être plus aisément ressentir les choses dans le corps. Et il y en a qui peut-être ne ressentiront jamais rien du tout, pour X raisons, hein, mais qui vont par contre entendre et avoir de jolis messages. Voilà, et ils vont, ce que j'appelle du blabla, blablabla, blablabla. Bon, moi j'ai la chance d'être comme ça. Mon compagnon, par exemple, est très kinesthésique et on s'envie l'un et l'autre. Voilà. Oh, mais toi tu ressens, t'as la chance. Oui, mais toi t'entends et t'as toujours plein d'histoires et tout. Voilà. Bon. Donc, il faut aussi bien comprendre que cette communication, il y a souvent une perception très erronée de la communication animale ou la communication avec le vivant, parce que par le terme de communication, on sous-entend tout le temps le verbe, les mots, les phrases. Mais non, la communication, c'est l'échange d'informations, et cette information, elle peut prendre finalement une couleur, une saveur différente en fonction de qui vous êtes. Et au fur et à mesure, ça s'affine et ça se construit. Hein. Et si vous voulez, tout à l'heure, je vous ferai une guidance pour vous mettre en lien avec un animal. Alors justement, ça c'est intéressant parce que comme l'animal il n'est pas là et qu'en plus j'ai choisi la baleine, on ne va pas faire venir la baleine là.
Mais l'esprit de la baleine, oui. Donc il y a aussi une différence entre l'être incarné, si je viens avec mon chien, que mon chien est là, on a l'être incarné chien, d'accord? Ensuite, on a l'âme, qui n'est peut-être pas forcément un chien d'ailleurs, et ça, on va en venir quand je vais présenter le bouquin. L'âme qui choisit le costume de chien. Ensuite, il y a l'esprit chien ou l'âme collective, la conscience collective. Et donc nous irons nous mettre en lien tout à l'heure, si vous le voulez, avec la conscience collective de la baleine. Voilà. Et là, vous allez aussi pouvoir sentir finalement où est-ce qu'elle va vous emmener et peut-être son lien à la Terre. Qu'est-ce qu'elle fait pour la Terre? Alors, j'ai écrit donc Conscience animale dans ce premier livre. Je parle de mon parcours, je vous en fais grâce. Et qu'est-ce qui m'a amené donc à faire le métier que je fais aujourd'hui. Et dans ce livre, donc, il y a tout un chapitre qui est consacré à comment est-ce que je me mets en lien et comment vous pouvez vous mettre en lien vous-même avec le vivant. Et à travers en fait certains témoignages, je parle de cette relation et des types de relations différentes entre l'homme et l'animal. Donc je vais parler des animaux domestiques, je vais parler des animaux de rente, les vaches, les cochons, je vais parler des chèvres, des animaux de laboratoire, de la maltraitance animale, etc. Mais aussi de la communication avec les animaux décédés, ce qui m'a amené aussi à la communication avec les défunts, puisque des fois il y a des défunts qui se servent de l'animal qui est à la maison pour communiquer un message donc, au gardien. Donc il y a ça, donc je vais parler aussi de la maladie, de la mort et de l'après-vie. Ça reste très soft et très entendable dans la conscience animale, et finalement, ça prépare le lecteur à ces animaux qui n'en sont pas. Ou en fait, celui-ci, j'avais envie de l'écrire il y a très longtemps. En même temps, je n'avais pas tous les éléments, mais je ne pouvais pas écrire ça en premier parce que là, ça vient un petit peu nous chahuter dans notre système de croyances, dans nos habitudes aussi, et dans nos conditionnements. Et moi-même, j'ai dû m'affranchir de ces croyances parce que j'étais très cartésienne et je voulais toujours tout comprendre. Et les animaux m'ont dit, si tu continues à fonctionner comme ça, on arrête. Tu auras toujours des communications qui seront lambda et pas profondes, quoi. Et donc j'ai accepté de sortir de ma zone de confort. Grâce à eux quand même, j'ai été vraiment aidée. Ce qui m'a permis d'arriver vers un autre niveau de conscience et finalement le partager au lecteur. Et les animaux, alors ce n'est que personnel, mais moi je pense que la planète sera sauvée principalement par la femme et les animaux. Parce que la femme donne la vie, et que donc elle tient très très fort à la vie, et que les animaux ont un degré de conscience très élevé, et que les animaux d'aujourd'hui sont peut-être pas les animaux d'hier, tout comme les humains d'aujourd'hui, comme les petits-enfants qui arrivent, ne sont pas les mêmes enfants qu'il y a 50 ans, et qu'il y a un niveau de conscience très très élevé, et que dans ce livre, je parle de certains animaux qui n'en sont pas. J'ai remarqué, à travers plusieurs milliers de communications, que parfois, je me retrouvais en contact avec des êtres d'une profondeur vibratoire incroyable, et j'ai pu finalement rencontrer comme ça une déesse, une licorne, un saint, un lama tibétain qui est là dans le corps d'un ours à collier du Tibet. J'ai rencontré des êtres comme ça extraordinaires, des extraterrestres, qui viennent là dans une famille pour essayer de comprendre ce qui se passe dans l'esprit de l'humain et dans un foyer familial, dans une cellule familiale. Donc ces êtres qui viennent aussi accompagner des thérapeutes, soutenir des thérapeutes, des êtres donc lumineux qui viennent aussi permettre à l'humain de se révéler. Ils nous invitent par leur comportement
ou leur maladie parfois, à rentrer en contact avec eux et prendre conscience de leur présence à nos côtés et sur Terre, et pour nous dire « Eh oh, il y a urgence là, réveille-toi, regarde qui tu es, regarde ce que tu es capable de faire, et tu n'es pas tout seul. » Et donc, j'ai des témoignages là-dedans qui sont absolument extraordinaires de personnes, d'animaux qui accompagnent comme ça ces personnes, souvent appelées les artisans de lumière ou l'équipe au sol. Voilà. Et puis, j'interroge dans ce livre des animaux sauvages qui m'expliquent ce qu'ils font pour la terre. Alors, je n'ai pas parlé de ça aussi, mais dans mon métier, il y a tout le versant enquête. Des fois, je consacre mon temps à enquêter sur un sujet bien particulier. Donc là, pendant 6 mois, je n'ai fait qu'interroger des chevaux qui évoluent dans différents milieux par rapport à la question du bien-être et leur présence sur Terre, leur relation à l'environnement, leur relation à l'humain, leur relation à l'activité, etc. Et c'est très enrichissant. Et là, j'entame un travail, que j'ai déjà entamé, mais sur les animaux aquatiques, donc les baleines, les dauphins, les cachalots, les requins, etc. Et tout ça m'a amené d'ailleurs à me plonger aussi vers les civilisations perdues qui sont l'Atlantide, la Lémurie, Mu, etc. Donc j'en apprends tous les jours. Je me sens tellement ignorante, mais en même temps, c'est fantastique. Grâce à eux, vraiment, je voyage. Alors, peut-être que ça pourrait être intéressant de vous partager là, à un moment donné, tu évoquais à midi la question de la maltraitance. Tout simplement parce que je voudrais vous montrer jusqu'où va cette communication, et vraiment cette subtilité. J'étais à la demande d'une amie qui est une plongeuse apnéiste japonaise et qui essaye de sensibiliser en fait le peuple japonais à la sauvegarde en fait des cétacés, et qui se posait cette question et qui me disait mais comment se fait-il qu'il y ait une espèce de dauphin qui vive en harmonie dans une baie au Japon, à Mikulajima, où tout est idyllique, tout est très beau, et la relation entre le dauphin et l'homme est vraiment superbe. Et puis pourquoi, quelques centaines de kilomètres plus loin, dans la baie de Taiji, chaque année, il y a des dauphins qui se font massacrer. C'est la même espèce. Donc elle m'a demandé d'interroger en fait cette espèce-là pour savoir si éventuellement il y avait une réponse. Donc si vous voulez, je vous partage cette réponse pour comprendre un peu ce qui... Oui. Alors, déjà en interrogeant le dauphin, il m'explique aussi ce qu'ils font, ce qu'ils sont chargés de faire pour l'humain et par répercussion pour la planète, pourquoi ils sont là. Et voilà ce que j'entends. Alors, voilà, j'entends. Dans l'imaginaire des enfants, nous incarnons la joie, la candeur. Nous avons beaucoup de points communs avec les enfants, car nous savons que la vie est un cadeau et une source infinie d'expériences. Comme l'enfant, nous aimons jouer, explorer, danser, chanter, parce que nous savons que quelque chose de plus grand que nous veille sur nous. Nous évoluons baignés dans l'amour de l'univers, du cosmos. Nous sommes amour. Donc c'est vrai que l'enfant n'est pas coupé de la source quand il arrive. Il a ses connexions avec le monde subtil qui sont tout à fait naturelles. Et c'est finalement, au cours de son existence, quand il commence à rentrer à l'école et à rentrer dans ce moule sociétal, qu'il va en fait se fermer de ses compétences extrasensorielles naturelles. Mais au départ, l'enfant en bas âge, il est imprégné d'amour.
Et c'est amusant que le dauphin se compare vraiment à cet enfant-là. Voilà. De même que le jeune enfant, nous percevons les étoiles et les galaxies comme notre maison et savons, depuis la naissance de notre être incarné, que notre existence ne se limite pas à la Terre, mais que la Terre est une mère, M-E-R et M-E-R-E, universelle qui nous accueille, afin que nous puissions vivre ensemble en son sein une expérience profondément riche et merveilleuse. Grâce à la relation avec d'autres règnes et espèces, mais aussi à travers une multitude d'environnements différents. Nous vivons sur Terre plusieurs cycles d'incarnation et il y a pour nous, comme pour les humains, des âmes jeunes et des âmes vieilles en fin de cycle. Donc là, la notion d'âme jeune et vieille, c'est intéressant, vous allez voir pour la suite. Alors je comprends, il m'explique qu'à Nikulajima, ce sont de jeunes âmes. Et les jeunes âmes viennent expérimenter la relation à l'humain dans quelque chose de doux et pacifique et de beau. Pourquoi? Ils me disent, nous comprenons que l'humain a d'abord besoin... nous nous sentons préservés dans un environnement adapté et protégé, ce qui nous laisse de l'espace pour observer l'espèce humaine. Nous nous familiarisons avec sa nature au-delà de son essence et nous observons principalement ses émotions de joie, de tristesse et d'autres encore. Nous comprenons alors que l'humain a d'abord besoin de fragmenter, déconstruire, dissocier les concepts et d'isoler les choses pour retrouver plus tard la notion d'unité. Donc c'est rigolo parce que ces jeunes âmes en relation avec l'humain, c'est comme si elles étaient à l'école. Et on leur présente, alors voilà, donc vous allez vivre aux côtés de l'humain sur la planète Terre, ça va se passer comme ça, donc au début c'est tout cool, et petit à petit vous verrez, l'expérience se durcit. Donc dans ce lieu paradisiaque, l'humain perçoit sa chance de vivre là, bref, tout va bien. Alors je vous lis juste un petit passage, il nous appartient, nous les dauphins, de vous reconnecter à la joie de votre essence, de partager avec vous, et transmettre ce degré de conscience qui vous manque. Ne vous jugez pas. Vous êtes au stade normal de l'évolution de l'être. Tout cela est un cheminement, un processus d'évolution et d'incarnation. Alors c'est très long, je ne vais pas tout vous lire. Il faudra acheter le livre. Non, parce que je touche des royalties. Alors, donc j'avance un peu. Nous évoluons sur plusieurs plans et lignes dimensionnelles dans des réalités différentes qui se superposent les unes aux autres. Vous, humains, vous avez tous la possibilité de changer de fréquence, de voir, de percevoir, de vivre, de ressentir la vie sous un prisme différent. Beaucoup d'entre vous expérimentent encore ce que vous appelez les 3e et 4e dimensions, mais vous pouvez descendre dans les profondeurs et les abysses pour découvrir des parts encore inconnues de votre inconscient, ou bien prendre de la hauteur et revenir à la source afin de comprendre l'origine même de votre essence. Donc vous voyez un petit peu quand même le niveau de conscience de l'animal. Hein ? Là, je suis donc juste avec le dauphin et ça vous donne un peu une idée des messages qu'on peut recevoir, qui sont très instructifs. Alors, nous voyons en transparence votre psyché, votre vibration, votre couleur. Ce sont nos liens directs à la source et notre capacité à évoluer sur tous les plans qui font de nous des êtres pleins de sagesse. Ce lien d'amour avec la Terre et surtout avec l'univers n'a jamais été coupé. Alors eux ont cette conscience-là, nous malheureusement, pas toujours. L'esprit de l'être incarné, le dauphin, n'est pas séparé de son âme groupe. Nos âmes ne sont pas séparées les unes des autres. En cela, certains d'entre vous nous perçoivent comme des êtres hautement évolués. Nous le sommes en effet. Mais quand, en fait, on communique avec un dauphin, il ne dit pas « je », il dit « nous ». Vous voyez la différence? Il y a vraiment cette
conscience d'unité chez le dauphin qui nous manque un peu. Donc eux, ça les invite à être vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'unité, et nous encore dans la dualité. Hein. Donc en fait, ça c'est un enseignement. Et il nous invite à retrouver ce lien à la source et avec notre âme collective et bien au-delà, voilà, cette énergie primordiale, quoi. Bon, ok, alors où je veux en venir? Là où c'est moins cool, donc c'est ces dauphins qui se font massacrer. Hein. Donc y a-t-il une explication à ça? Donc je lui dis, peux-tu m'expliquer pourquoi certains dauphins sont préservés de la brutalité de l'humain et d'autres, comme par exemple à Taiji, sont massacrés? Et là il me répond, les dauphins de la baie de Taiji sont de vieilles âmes, tout en fin de cycle d'incarnation. Sur cette planète, même si certains plus jeunes viennent en renfort et sont pour la plupart capturés pour les delphinariums, ces dauphins quittent la Terre pour toujours. Ils me montrent et me font ressentir qu'à cet endroit précis dans la baie de Taiji, il y a une sorte de vortex ou une espèce de trou noir, de zone complètement intemporelle, en fait, où les âmes sont comme aspirées et transmutent vers la lumière. C'est une grande libération. J'entends. Ces dauphins-là s'offrent en sacrifice dans l'espoir de transmettre au peuple japonais la sagesse de leur esprit et la pureté de leur âme. Là, il m'explique qu'autrefois, il y avait une reliance sacrée entre le peuple japonais et les cétacés, toutes sortes de cétacés. Il y avait encore cette conscience profonde chez l'humain de cette reliance sacrée, qui, au fil du temps, s'est perdue. Donc, il y avait... en fait, j'ai compris que manger les cétacés, c'était au départ un acte ancestral, sacré, permettant de réintégrer en soi l'énergie de la source en consommant cette chair. Mais je comprends que le peuple japonais et les cétacés venaient du même endroit, en fait. Voilà. Nos frères de Taiji ne souhaitent pas succomber à la peur. Ils veulent montrer à l'humain l'extrémité du chemin, sans craindre de vivre jusqu'au bout l'expérience de leur incarnation sur Terre. Ils espèrent que l'humain se rendra compte qu'un jour, qu'en faisant cela, tuer les cétacés, il s'affaiblit vibratoirement, retardant son processus d'élévation spirituelle, par là même son retour à la source. Voilà. Donc, là, on a un petit aperçu des messages que l'on peut donc obtenir avec les animaux.